Bonsoir, c'est encore Marianne Lévy, donc je reviens pour cette petite lecture, présentation, micro-conférence dans le cadre du festival Quartier du Livre. Et je remercie d'ailleurs infiniment Marc Banda et toute l'équipe du festival d'avoir eu cette heureuse initiative qui permet aux auteurs et aux lecteurs de se rencontrer dans un contexte qui est vraiment toujours vraiment compliqué pour les amoureux des livres. Donc je viens vous parler de mon dernier livre qui s'appelle Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne. C'est un livre qui est assez particulier pour moi parce que c'est mon 4e, mais c'est également le premier qui n'est pas un roman. C'est un livre qu'on a eu assez de mal à qualifier avec mon éditrice parce que finalement il est le fruit de la rencontre entre deux formes d'écriture, le journalisme, puisque c'est une de mes occupations d'écriture. Je suis critique de séries depuis 15 ans. Et puis il est également le fruit de mon travail de romancière, puisque on ne peut le qualifier ni réellement de roman, ni réellement de document. Finalement, on a choisi, c'est un objet littéraire non identifié, puisqu'il s'agit d'une correspondance épistolaire unilatérale, puisque je m'adresse à des personnages de séries qui m'ont marqué, qui m'ont constitué, qui m'ont modifié. Mais évidemment, ils ne sont jamais en mesure de me répondre. C'est la raison pour laquelle voilà, Ces héros est cet objet littéraire non identifié. Il est né finalement d'une série de micro-traumatismes parce que quand on passe autant de temps devant son écran, on expérimente un petit peu ce qu'on expérimente en tant que lecteur. Voilà, les personnages, on peut faire le parallèle avec la littérature, prennent une dimension très importante dans notre vie, ils nous accompagnent, ils répondent à nos interrogations ou ils en provoquent de et puis j'ai commencé cette activité de critique bien avant la naissance du fameux phénomène du binge-watching. C'est-à-dire qu'il fallait encore attendre une semaine pour retrouver nos héros préférés dans un nouvel épisode. Et finalement, cette semaine était vraiment très importante dans notre rapport à la fiction, parce que pendant cette semaine, finalement, tout ce qui leur arrivait avait le temps de mûrir en nous, et surtout, nous, on avait aussi le temps de nous confronter à ce qu'ils nous avaient appris, en fait. Il y avait quelque chose d'un échange entre eux et nous, et c'était pas toujours évident, finalement, de les quitter. Il y a même certains personnages qui étaient impossibles à quitter. On pense forcément à la série Urgence, par exemple, puisque en 15 ans, il y a un certain nombre de personnes, je suis sûre ici, qui ont grandi, en fait, considérablement entre le premier et le dernier épisode. Et en tant que critique, donc, tous les personnages n'ont pas, toutes les rencontres n'ont pas compté, mais un certain nombre de personnages ont compté tellement qu'un jour j'ai décidé que c'était pas possible d'accepter de les quitter, et que c'est pas parce qu'une chaîne de télévision décidait de mettre un terme à une série que moi je devais accepter de vivre sans eux. Donc j'ai commencé à entretenir cette correspondance, à leur écrire, à dire ce qu'ils avaient changé chez moi, ce qu'ils m'avaient apporté, plutôt sous la forme de la comédie, parce que c'est le genre que j'écris en tant que romancière. C'est comme ça que j'arrive à me raconter des histoires. Et cette succession de lettres a pris une dimension très différente au moment de la diffusion du dernier épisode de Game of Thrones. Il a été commenté sur les réseaux sociaux dans le monde entier et il a provoqué des réactions tellement épidermiques que je me suis dit que j'étais pas la seule finalement à souffrir de ce traumatisme de la fin de la fiction, et que l'idée de ce livre est née dans mon esprit, et je me suis dit oui, c'est un vrai trauma finalement, et qu'il méritait une thérapie à dimension bien plus grande que celle de cette correspondance que j'avais entretenue. Et c'est comme ça que le livre est né.
Alors bien entendu, il a fallu organiser tout ça, puisqu'il ne s'agissait plus que d'une relation entre moi et eux, mais une relation entre nous et eux. Et bon, il y a vraiment tout un phénomène autour des livres de développement personnel. Et je me suis dit que j'avais envie d'écrire une sorte de faux guide de développement personnel, mais qui pose la vraie question de la catharsis par la fiction, du rôle de la fiction dans nos vies. Et en tant qu'auteur, je l'ai écrit souvent dans mes comédies, j'ai l'impression que la fiction a ce pouvoir de changer la vie, en tout cas de l'influencer suffisamment pour que on y trouve des solutions. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que c'était vraiment intéressant de organiser le livre à travers des chapitres qui concernaient notre vie quotidienne, l'amitié, le boulot, la famille, et puis évidemment l'intime, le couple, le mariage, la fin de l'amour, et puis le fameux happy end, qui est finalement, qui est vraiment quelque chose qui est qui apparaît comme une solution tellement épanouissante, mais finalement dans la fiction peut-être pas tellement. Voilà, donc je voulais vous expliquer un peu de quoi il s'agissait, parce que c'est vraiment un mélange de fiction et de réflexion sur le travail de ces créateurs de séries qui nous ont enrichis considérablement et qui trouvent un écho inédit aujourd'hui, puisque c'est devenu un phénomène planétaire, hein, cette fameuse série Mania dont on nous parle. Et puis avec le confinement, on a tous passé beaucoup de temps devant la télévision, et je suis sûre qu'on a tous découvert de nouveaux héros qui vont nous accompagner aujourd'hui et pour longtemps. Alors, pour donner un exemple qui n'est pas dans le livre, moi aussi j'ai craqué pendant le confinement, et je pense à une série qui m'a vraiment touchée, une mini-série bouleversée, qui s'appelle Unorthodox. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande, parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant ce destin de femme comme ça qui se reconstruisait dans un ailleurs très différent du sien. Voilà, c'était une petite introduction. Alors maintenant, je vais mettre mes lunettes, parce que sinon, je ne vais pas arriver à vous lire grand-chose. Et alors, je vous propose de faire ça en 3 temps. Je vais vous lire l'avant-propos. Ensuite, je vais vous lire un extrait du livre, une lettre que j'ai adressée à un personnage de série qui m'a marqué et qui concerne le chapitre intitulé « Vaincre la malédiction du couple ». Et enfin, je vous lirai la postface, parce qu'elle a son importance aussi. Peut-être une petite précision avant de commencer la lecture de l'avant-propos. Alors, c'est une sélection qui est 100% subjective, puisque c'est un livre qui est très très personnel. Paradoxalement, alors que ce n'est pas un roman, c'est peut-être celui qui est le plus personnel pour moi. Donc j'ai choisi les personnages de ce livre de manière complètement arbitraire. Voilà. Donc peut-être que certains n'y retrouveront pas leur héros préféré, mais en tout cas, ils pourront en découvrir d'autres. Ma sélection va de Grey's Anatomy en passant par Friday Night Lights pour les grands sériphiles qui adorent cette série. Il y a évidemment The Wire, cette série qui raconte l'Amérique et Baltimore. 24 heures chrono, House of Cards. Je vous en donne quelques-uns, comme ça vous aurez une idée. Peaky Blinders, les plus récentes. Grace and Frankie avec Jane Fonda. Une petite dernière, ma favorite de tous les temps, The West Wing d'Aaron Sorkin. Voilà. Alors je vais commencer cette petite lecture par l'avant-propos. Et je dois vous avouer que c'est la première fois que je fais une lecture, donc voilà, je suis un peu impressionnée, mais en même temps hyper contente de pouvoir le faire avec vous. Longtemps, la vie sur Terre a été simple. L'expérience humaine était essentiellement constituée de souffrances. Grosso modo, d'interminables soirées passées dans un pyjama en peau de bête à tenter d'allumer un feu avec des cailloux par moins 20 degrés. Et puis les choses se sont quelque peu sophistiquées. Réchauffé, l'homme s'est mis à inventer. Pour faire vite, la cheminée, l'électricité, les ondes, la radio, la télé et Internet.
Mais c'est le petit génie qui a mis au point la vidéo à la demande qui a finalement tout révolutionné. Il a ouvert de nouvelles perspectives, des horizons infinis, toujours en position allongée, toujours sur un canapé, mais avec des lays saveur barbecue ou des fraises tagada maxi chimiques à portée de main. Et là, l'homme a fait connaissance avec le bonheur via la catharsis. Après avoir béni Aristote d'avoir mis en lumière cet effet de purification des passions produit chez le spectateur d'une représentation dramatique, autrement dit, vas-y, kiffe le malheur des autres, c'est super bon pour ta santé, l'homme a pris sa plus belle plume pour remercier les créateurs de Friends. Grâce à eux, la vie sur Terre était désormais devenue supportable. Avec Rachel, Ross, Monica, Phoebe, Chandler et Joey, et avant de redevenir poussière, il avait trouvé le moyen de régler les 4756 problèmes qui surgissent au quotidien. Du chef qui a malencontreusement sauté la case psy et le lui fait payer tous les matins dès la machine à café, au vieux copain qui squatte son frigo et boulotte ses plats picards préférés en attendant des jours meilleurs qui bien sûr n'arriveront jamais. Grâce à eux, l'homme s'en fichait. Il faisait même très bien avec, car l'homme pouvait éponger toutes ses émotions fortes bien à l'abri derrière le petit écran de sa télé. Cette opportunité inespérée lui a même permis de redéfinir le concept d'amis imaginaires. Des amis imaginaires qui d'ailleurs ne l'étaient plus, puisqu'ils existaient. Des BFF de rêve même. Des BFF qui souffrent pour lui, aiment pour lui, réfléchissent pour lui, rient pour lui. Des BFFF, concept qui est né avec le livre, ou Best Fiction Friends Forever, en gros et en français, des personnages préférés pour toute la vie. Ce qui, il faut le souligner, a rapidement constitué une concurrence scandaleusement déloyale pour le filon psy et développement personnel. Non seulement se réjouir du malheur des autres n'était plus réprimé par la morale judéo-chrétienne, mais c'était même devenu un indicateur de bonne santé mentale. Cette expérience addictive a fatalement produit des effets secondaires très aigus chez les sujets les plus exposés, comme les critiques télé. Rapidement, un constat s'est imposé chez l'humble auteur de cet ouvrage. Parler c'est bien, écrire c'est encore mieux. Car si les paroles s'envolent, les écrits restent, dit la sagesse populaire. Comme la sagesse populaire dit aussi des tas de choses très vraies sur le muscle fessier de Jon Snow, j'ai décidé de la croire. Et je me suis donc lancée dans une aventure épistolaire avec mes nouveaux amis préférés. Très arbitrairement, comme toute critique psychorigide, entre parenthèses euphémisme, j'ai aussi décidé que les personnages que j'avais choisis avaient marqué à jamais l'histoire de la télé. Évidemment, cette amitié n'est pas facile à assumer publiquement, mais je me suis remonté le moral en relativisant. À en juger par le nombre de commentaires qui ont inondé Internet après le final de Game of Thrones, je n'étais pas la seule à vivre les choses avec intensité. Une conclusion s'est imposée. La sérimania est devenue la pathologie psychiatrique la plus répandue sur Terre. Rassurée, j'ai d'abord sérieusement pensé à écrire une comédie musicale. La meilleure chanson aurait commencé comme ça. Your love series, you're not alone. Mais la chose vraiment sympa, passé un certain âge, c'est que l'on évalue toujours une situation avant de se lancer. J'ai donc pris le temps nécessaire. Je n'arrive plus à me souvenir si c'était 5 ou 6 secondes. Mais j'ai finalement jugé qu'il était préférable que je m'en tienne à mes fondamentaux, c'est-à-dire au journalisme en général et à la critique en particulier. La manœuvre était risquée. Au hit-parade des métiers les plus détestés, le journaliste approche de la pole position. Et le critique de série est sur le haut du podium. Forcément, il est payé pour regarder la télé. Ce qui est totalement injuste et devrait être interdit. Mais si la vie était juste, tout le monde aurait autant de paires de chaussures que Carrie Bradshaw. Alors courageusement, une nouvelle fois, j'ai fait confiance à mon ordinateur et j'ai tenté de mettre au point une antidote à tous nos soucis, la série-thérapie. Voilà, c'était le prologue et j'en profite pour faire un petit coucou à certaines personnes qui sont là et que je reconnais et ça me fait très plaisir de les voir et de partager cette première fois avec elles.
Donc je vais vous lire une des lettres qui figure dans ces héros. Une lettre que j'ai adressée à un personnage d'une série qui a été vraiment une série très très importante pour la chaîne du câble HBO. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais c'est une des chaînes qui a vraiment marqué les 20 dernières années de la télévision en proposant des séries vraiment vraiment novatrices, transgressives, ou avec des budgets pharaoniques comme Game of Thrones par exemple. Mais on pourrait dire même que cette série a été une série pré-Game of Thrones, puisqu'elle avait également bénéficié d'un budget hors norme à l'époque. Il s'agit de la série Rome. Et je m'adresse à l'un de ces personnages masculins. Voilà. Je précise que la première phrase de cette lettre était en latin, mais je vais vous la lire en français parce que je ne me sens pas du tout capable de la lire en latin. Cher Lucius Vorenus, celle qui va écrire vous salue, ou quelque chose comme ça. Lucius, j'ai fait de mon mieux. Cela ne sera sans doute pas suffisant pour m'épargner le ridicule, mais qui ne tente rien n'a rien. En plus, Lucius Vorenus, vous le méritez, parce que vous êtes un type bien. C'est la raison pour laquelle vous êtes l'un de mes BFFF. Avant notre rencontre télévisuelle, je n'avais absolument aucune considération pour vous autres, légionnaires romains. Qui pourrait donc bien se sentir concerné par des soldats qui portent des jupettes en cuir et un balai comme chapeau? Même Lady Gaga renverrait sa costumière sur le champ si elle osait une telle suggestion. Par ailleurs, tout le monde sait maintenant le genre de tueur sans merci que vous étiez, et même si certains d'entre nous apprécient la compagnie de Dexter, nous ne sommes pas prêts de reconnaître publiquement que les massacres à grande échelle sont très divertissants. À ce propos, Lucius Vorenus, pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de jouer avec votre glaive? Cela me rend un peu nerveuse, merci. Oups, j'avais un petit problème de batterie. Finalement, vous m'avez fait changer d'avis, car selon les critères de votre siècle, vous êtes un homme bon. 1. Vous êtes incroyablement loyal. 2. Vous êtes un authentique ami pour votre frère de jupette, Titus Pullo. 3. Vous vous accordez toujours au moins 5 secondes de réflexion avant de tuer quelqu'un. Et ça, sous la Rome impériale, c'est la définition du progressisme. Cependant, en tant que fille du XXIe siècle, je suis dans l'obligation de vous dire qu'avec les femmes, vous êtes d'une nullité crasse. Comment expliquer autrement qu'il vous ait fallu si longtemps pour vous rendre compte que vous aviez une femme en or? Comment n'avez-vous pas compris qu'avec un peu de compassion pour elle, le destin de votre famille aurait été différent? Je sais que vous n'aviez pas Internet et que vous ne pouviez pas googler psychologie féminine quelques indices. Sans source d'information fiable, il est extrêmement difficile de prendre les bonnes décisions. Consultez votre amie Cléopâtre à ce sujet, elle vous le confirmera. Si elle avait pu vérifier la bio de Marc-Antoine sur Wikipédia, elle l'aurait immédiatement classé dans la catégorie « truc d'un soir » après avoir découvert son rapport quasi névrotique aux femmes. Mais après un long chemin qui m'aura permis de revisiter la Rome de l'Antiquité, vous parvenez tout de même à recouvrer vos esprits, peut-être inspiré par la jupette en cuir et le balai. Vous abandonnez le stéréotype machiste et découvrez que la femme est l'égale de l'homme. Ave. Voilà, c'est une lettre extraite du livre. Et puis pour terminer, je vais vous partager avec vous la postface qui traite vraiment de notre rapport à ces héros et de la manière dont il est extrêmement compliqué de s'en séparer. Lorsque j'ai pris la décision de me lancer dans cette aventure épistolaire, il était totalement évident, Carrie, Charlotte, Samantha et particulièrement Miranda, que vous figureriez en clôture de ce livre. Sans vouloir vous blesser, j'écarte d'entrée la révolution sexuelle qu'a représentée Sex and the City. Elle est dépassée depuis longtemps. Vous êtes des femmes intelligentes, focalisées sur les hommes de 30 à 50 ans, raisonnablement névrosés et déraisonnablement séduisants, mais encore plus focalisés sur les nouvelles tendances. Il est donc impossible que vous n'ayez pas entendu parler de Hank Moody de Californication et d'Anna Horvath de Girls. Même si c'est loin d'être facile,
je suis certaine que vous avez décidé d'avoir un comportement adulte et donc de vivre avec le fait que ces 2 séries ont rangé vos découvertes sexuelles dans la même armoire que celles de nos grands-mères. J'ai conscience de la cruauté de ce constat. Il est pourtant très utile à ma démonstration. Vous deviez avoir le dernier mot, car même si de nouveaux venus sur le petit écran ont repoussé les frontières, vous existez encore dans l'esprit de très nombreux téléspectateurs. Si vous ne me croyez pas, demandez à l'une des invitées avec qui j'ai passé la dernière soirée du Nouvel An. Après les échanges convenus habituels, elle m'a avoué « Je suis une Miranda ». Pourtant, elle n'était pas avocate. Pourtant, elle n'était pas rousse. Pourtant, elle n'était pas new-yorkaise. Pourtant, elle ne m'avait pas confessé que le père de son enfant n'avait qu'un testicule. Il était aussi à la table du dîner, mais j'ai dû le croire sur parole. Même quand on est un journaliste sérieux, on ne peut pas vérifier un fait comme celui-là. Vous voyez, je vous le disais, même si Sex and the City est terminé depuis 2004, vous êtes incroyablement vivante. Tout ça pour vous avouer que vous me manquez à moi aussi, et que vous êtes la véritable raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce livre. Mon but, faire redécouvrir des séries cultes. Grâce à vous, j'ai aussi pris conscience que série-thérapie ultime, le bonheur pouvait être un truc éternel. Il suffit de ne pas perdre sa télécommande et de sécher assez de cours ou d'heures de bureau pour commencer à binge-watcher à volonté. Voilà pour cette petite lecture. Je remercie encore une fois toute l'équipe du Festival Quartier du Livre et merci aussi infiniment à Marc Banda pour son initiative. Il faut venir tous les jours, il y a des auteurs formidables qui viennent partager leur travail. Et puis, en tout cas, moi, je serai là pour les écouter et pour partager avec eux cet amour des livres. Je vous souhaite une super soirée et à bientôt. Au revoir.